Oui, donc moi c'est Gaël Husluk, je travaille donc à l'Université d'Oslo et j'ai donc le grand plaisir d'être ici avec Alain Mabanckou. Merci. Et comme on l'a déjà dit, donc c'est un grand écrivain, il est traduit dans plus de 15 langues. Il a eu le prix Renaudot en 2006 pour Mémoire de Porc-Épic. Il est actuellement, il a été finaliste du Man Booker International Prize pour Petit Piment, donc que vous pouvez donc lire en français, mais qui sera aussi bientôt disponible en traduction norvégienne. C'est Synnøve Sundby qui a traduit donc, le roman norvégien. Et Alain Mabanckou est également professeur de littérature. Il enseigne à UCLA, donc l'Université de Californie, Los Angeles. Il a été professeur invité au Collège de France en 2016. Et là, vous pouvez voir toutes ces conférences sur le site du Collège de France. C'est surtout donc un grand spécialiste de la littérature francophone. Donc pour commencer cet entretien, on va d'abord parler un peu de la littérature francophone en général, et puis ensuite un peu de Petit Piment. Mais pour commencer, vous avez envoyé au début de cette année, je crois, une lettre ouverte à Emmanuel Macron, qui vous avait invité à participer à son travail de réflexion sur la langue française et la francophonie, et où vous avez donc décliné cette invitation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi, pour commencer? Merci. Ça marche, hein? Vous m'entendez bien? Oui. Merci de me recevoir ici. Je pense que c'était la volonté d'Emmanuel Macron de vouloir changer les choses, de vouloir faire une cellule, semble-t-il, de réflexion sur la rénovation de la francophonie et donc aussi peut-être la discussion autour de la langue française. Bon, moi je sais qu'il avait déjà formé une petite équipe dans laquelle se trouvait ma consoeur Leila Slemani, les autres je ne savais pas trop. Et tout compte fait, quand j'avais réfléchi à cette proposition qui était écrite, hein, je veux dire qu'il a fait appeler les conseillers, puis il a écrit une lettre le faisant, mais déjà j'avais appris que j'étais dans cette cellule par le discours qu'il était allé faire à Ouagadougou, donc je ne savais pas que le président m'avait donné une mission, donc je dormais tranquillement à Los Angeles, et le matin quand je me suis levé, il y avait tellement des alertes sur Twitter, sur Facebook, il y avait le nom sur Google Actualité, et je suis allé voir effectivement dans son discours, et il disait que j'ai demandé à Alain Mabanckou sauf que je n'étais pas consulté. Donc j'ai regardé ça de près, après j'ai appelé là-bas, j'ai dit écoutez, moi je veux que ça soit écrit sur lettre, que je sache de quoi on parle, qu'est-ce qu'on va dire. Et donc quand j'ai reçu les lettres, moi je la trouvais un peu générale et qu'il y avait des préoccupations plus importantes pour le monde francophone. La langue française n'est pas en danger, puisque moi ça fait 16 ans que j'enseigne aux États-Unis, il y a toujours les classes qui sont remplies, ce sont les Allemands et les Italiens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas d'étudiants. Donc moi j'ai regardé, et après la conséquence directe c'était aussi que depuis l'histoire de la francophonie, parce que la francophonie au départ a été créée à cette époque-là par un géographe, Onésime Reclus, qui avait fait la francophonie dans l'espoir d'étendre l'influence de l'Empire français à cette époque-là à travers la langue française. Donc le vocabulaire qu'on utilisait pour Montbenet, c'était le vocabulaire d'Onésime de Reclus. Et en même temps, quand je lisais encore la lettre, je me rendais compte que la définition de la francophonie n'avait jamais changé, on a changé simplement les mots, et que c'était toujours une sorte de politique étrangère de la France. Moi, je me suis dit, avant de pouvoir aller rénover la francophonie institutionnelle, parce que la francophonie, je ne suis pas contre,
mais c'est la francophonie institutionnelle. C'est quand même curieux que la plupart des secrétaires de l'Organisation internationale de la francophonie mangent avec les dictateurs, voyagent avec les dictateurs, font les réunions dans les sommets. Vous allez voir, il y en a un en octobre, tous les dictateurs vont aller là-bas et en marge, on discute. Les mêmes dictateurs qui ont emprisonné leur population, qui sont au pouvoir pendant 30-40 ans, alors que le principe même de la langue française est une langue qui contient l'esprit de la liberté, qui contient l'esprit de la courtoisie. En France, on a eu plusieurs révolutions. La révolution de 1789, qu'il faut bénéficier à l'ensemble des pays francophones. Moi, je pense qu'avant de parler de la rénovation de la francophonie, il faut donner un coup de sifflet à ces États francophones qui assujettissent leur population. Ils s'expriment en français, ils mangent en français, ils achètent les camemberts français, ils viennent en France, ils font des courses, et à la fin, on demande au président dictateur de voter le secrétaire de la francophonie. Or, ces dictateurs interdisent pratiquement à leur population de voter à l'élection présidentielle, ou bien ils trafiquent des constitutions. Donc mon problème était plus de leur dire, actuellement, la préoccupation des Africains, ce n'est pas de changer ils ne comprennent même pas. Le débat même de la francophonie, c'est un débat qui concerne les institutions et autres. Le français moyen, si vous allez en France, vous prenez un micro, vous allez dans la Corrèze, la francophonie, ils vont dire, ah ben oui, mais c'est les anciennes colonies qui parlent notre langue. Donc, par voie de conséquence, la francophonie telle que je l'aperçois, il y a la France à l'intérieur. La France, c'est un pays comme les autres pays francophones, et nous avons en commun la langue française. Donc, si j'ai refusé, c'était aussi pour être du côté de mes sœurs, mes frères africains qui sont dans la dictature depuis très longtemps, et ils me verraient mal aller m'installer tranquillement, voiture noire, tranquille, caviar, discutant avec le président, pendant que de l'autre côté, le président de la République, les présidents de la République africains sont en train d'assujettir leur peuple. Donc, c'est pour cela que, avant de publier la lettre, je l'avais envoyée 2 jours avant, par courtoisie, au président et à ses conseillers. Et puis 2 jours après, 48 heures après, c'est le Nouvel Observateur qui l'avait publié. Mais néanmoins, je reste fier parce que cette lettre a suscité le débat de la francophonie en France. Sinon, il n'y aurait jamais eu de débat. D'ailleurs, c'était en janvier. Aujourd'hui, nous sommes en septembre. Ça fait 9 mois. On a pris beaucoup de résolutions. Rien n'a été fait pour l'instant. Rien n'a été fait. On a promis une maison à Versailles. Rien. On a promis ceci. Rien, parce que c'était les effets d'annonce. Moi, je sais comment marchent les décisions politiques. Elles sont toujours pour le président qui vient d'arriver, tout neuf, qui veut changer, mais derrière, il n'y avait pas de moyens. Moi, je voyais que Slimani, elle n'avait pas de bureau, elle n'avait pas de collaborateurs, elle faisait du bénévolat. Le bénévolat, c'est un travail qu'on fait quand on a le temps. Mais on ne peut pas se permettre, quand on veut renouveler la francophonie, de le faire le dimanche. Il faut le faire du lundi jusqu'au dimanche, même quand on est au repos. Je veux dire que ça fait même 16 ans que j'enseigne la littérature francophone. Je suis affilié à l'association des professeurs francophones aux États-Unis. Nous sommes plus de 3000 quand même. La France ne le sait pas. On fait des réunions et la littérature francophone, on ne peut pas venir la révolutionner comme ça alors que les espaces sont nombreux. En dehors de la France, il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a du côté de Montréal, il y a du côté des Antilles françaises, Haïti, je sais pas, Martinique, Guadeloupe. Beaucoup, c'est un espace de presque 400 millions de personnes qui parlent la langue française. Quand on compare aux 40 millions ou 50 millions en France, donc la France devient minoritaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des politiques qu'il faut asseoir dans ces pays. Et ça ne sert à rien d'aller convaincre ceux qui sont déjà dans le catéchisme. Les Africains ils parlent français, sans la permission de la France. Il faut aller rechercher ce qu'on appelle les francophiles. Par exemple, si je viens en Norvège,
accélérer les budgets des instituts français, les alliances françaises, les voyages touristiques ou, je ne sais pas, linguistiques, rénover un peu le corps professoral, vous aider, vous qui enseignez la littérature française. Parce que vous savez, nous avons le plus grand département de littérature française aux États-Unis. C'est à UCLA. Oui. On est 15 professeurs qui enseignent la littérature française. Donc, à l'intérieur, la littérature francophone ici. Et ces 15 professeurs, il y en a qui viennent de La Réunion, et Françoise Lyonnais, il y a d'autres qui sont d'origine serbo-croate ou les deux. Je suis le seul Africain à l'intérieur, il y a un Britannique qui est le chef de département. Chaque fois qu'on a un événement, on a toujours du mal à voir les fonds de la France. Donc ce sont les Américains qui financent les événements francophones de UCLA. Donc on dirait que c'est l'Amérique qui sponsorise la langue française. Et quand on demande, on avait fait une demande, on voulait inviter Véronique Ovaldé, Olivier Rollin, au moins une dizaine d'écrivains africains qu'on devait mélanger avec les écrivains américains. On a fait la demande, ils nous ont répondu 6 mois après en disant qu'on peut avoir $700. On ne peut pas avoir $700 qui ne couvrent même pas le billet quelque part. Alors que nous, pour faire cela, nous avions besoin de $80 000. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, c'est les sponsors américains qui ont payé la totalité. On a quand même pris les $700, mais les $700 sont arrivés après la fin des choses, 6 mois après, en remplissant 15 000 papiers de Los Angeles qui sont venus à Paris, puis c'est revenu, on a dit non, là, il n'y a pas de virgule, il faut retourner, donc c'était terrible. Donc ça, c'est cette discussion-là qu'il faut que j'ai avec le président de la République. Donc il y a déjà des institutions qui sont sur place, qui peuvent épauler la francophonie et la langue française. Il suffit désormais de rendre la francophonie populaire, de faire de sorte que quand on vote les secrétaires, que ce soit les peuples francophones qui votent, pas les dictateurs. Oui. Parce que regardez, la prochaine, en octobre, ils veulent placer Kagame, une Rwandaise. Mais Kagame, le Rwanda, c'est l'un des derniers pays à avoir quitté la langue française pour aller vers l'anglais. Alors que l'île Maurice, c'est le seul pays au monde qui a quitté la langue anglaise pour revenir au français. Si j'étais un secrétaire, je dis non. Il faut voter quelqu'un qui vient de... Voilà, pas simplement quelqu'un qui a embrassé les Amériques, la langue officielle du Rwanda aujourd'hui, c'est l'anglais. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Donc c'est une nomination politique. C'est une nomination pour caresser dans le sens du poil Kagame, dont encore les questions sur les génocides du Rwanda n'ont pas été résolues et la présence même du Rwanda pose un grand problème. Oui, mais c'est vrai qu'il y a ce paradoxe avec donc, la France qui est connue justement pour être le berceau des valeurs démocratiques, républicaines, etc. Et que qu'il est donc effectivement peut-être plus important d'entreprendre un travail de démocratisation plutôt que de se concentrer sur la langue. Et aussi, moi j'apprécie beaucoup cette idée qu'il faut soutenir aussi ceux qui essaient de promouvoir la culture francophone à l'étranger, comme aux États-Unis et comme en Norvège, donc, dont cet arrangement fait partie en quelque sorte. Vous avez dit aussi, je pense, je ne sais pas si c'est dans cette lettre-là ou si c'est dans un autre texte, vous avez évoqué le fait que lorsque le président Macron parlait d'écrivains, il ne mentionnait quasiment jamais des écrivains non français, ou en tout cas pas non français francophones. Et du coup, je me dis, c'est qu'on peut vous faire ça ici. Parce qu'effectivement... Ça, c'était à Francfort, hein, puisque oui. Ça avait commencé à Francfort. Oui. La France était l'invité d'honneur, et moi, j'étais dans le comité, justement, pour préparer Francfort. Donc, on s'était retroussé les manches pour avoir un peu une palette de l'imaginaire en français qui ne soit pas que Saint-Germain-des-Prés. C'est bien d'inviter Angot et les autres,
Mais d'un côté, il y a Lionel Trouillot qui est en Haïti, qui est aussi un grand écrivain, La Ferrière qui est d'origine aussi d'Haïti, les Ken Bougoul du Sénégal, les Véronique Tadio de la Côte d'Ivoire. Donc, dans les réunions, il fallait que je leur rappelle, attention, la langue française ne s'arrête pas aux parutions qui sortent à Gallimard, Grasset et Le Seuil, même si j'ai publié dans les trois. Donc ça ne s'arrête pas là-bas, il faut aller en Afrique, ça leur fera plaisir. Et donc on avait tout fait, mais le discours que les conseillers du président avaient préparé pour le président, ben c'était, on a cité Goethe, on a cité Flaubert, on a cité tout le monde, même pas, je vais dire, Aimé Césaire, Amadou Kourouma au coin, et tout le monde applaudit. Et puis le président venait maintenant fort de la victoire, il est venu en passant, et on se croise. Et tout le monde, ah, président, c'est bon, moi j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec votre discours. Et là, il s'arrête, comment ça? Et puis je commence à lui expliquer. Il faisait 30 secondes sur chacun, on est resté 15 minutes, il voulait me convaincre. Donc j'ai dit, bah, écoutez, comment voulez-vous, moi je suis dans la salle, vous donnez les exemples, vous êtes à côté d'Angela Merkel, c'est le moment de lui fourguer tous les noms compliqués des écrivains qui écrivent en français. Mais si vous voulez, oui, mais bon, j'avais déjà dit dans un autre discours, j'ai dit, mais non, c'est là la plateforme. Donc la discussion avait commencé là, effectivement, c'est là que j'avais dit, il faut, à un moment donné, je sais que vous les connaissez, mais si ça vient de la bouche d'un président, ça fait toujours plaisir à tout un continent. Malheureusement, c'était l'occasion ratée. Je pense que parfois, les conseillers que vous prenez, il faut quand même faire de sorte qu'ils aient une connaissance un peu plus large. Mais là, j'avais l'impression que nous étions des potiches. On citait des auteurs, en général blancs et masculins. Il n'y avait même pas une femme citée à l'intérieur. Blanc, masculin et mort. Donc ça faisait beaucoup. Hein? Oui, moi j'avais pensé qu'on pouvait commencer nous aussi de parler de quelques écrivains morts. D'abord la mort, mais après les vivants et les femmes aussi. Parce que c'est vrai aussi, au début, les personnes qui écrivaient sur les Africains, c'était au début des Européens qui écrivaient des récits de voyage. Et puis après la Première Guerre mondiale, on voit aussi des Africains qui prennent la parole. Oui. Et dans votre leçon inaugurale, donc au Collège de France, vous avez notamment mentionné René Maran. En fait, on peut en parler un peu pour... oui, parce que... Et puis après, bien sûr, Césaire Senghor. Parce que au départ, quand on disait, je vais dire au 19e siècle, même vers le début du 20e siècle, quand on disait littérature africaine, ce n'était pas la littérature écrite par les Africains, c'était la littérature exotique qu'écrivaient les Européens qui étaient allés sous les tropiques, qui racontaient leurs scènes où ils avaient attrapé un gorille, ou bien ils avaient vu une bande de chimpanzés, ou un lion. Voilà, vous avez comme ça cette littérature qui a connu plus tard la gloire, mais certains ont même fait des chefs-d'œuvre, hein, Au cœur des ténèbres, Voyage au Congo, etc. Eux qui sont des romans déjà qui commençaient à réfléchir sur autre chose. Mais les romans d'avant servaient de vendre l'exotisme de ces territoires chauds, puisque l'Afrique, pour tout le monde en Europe, était un mystère. Quand les Européens entendaient des noms comme Tombouctou, ça faisait rêver. Le voyage était déjà là. Et puis on faisait dans le journal, des journaux de l'époque, un colon qui voyageait tranquillement avec une casse coloniale, les affaires, et puis derrière avec un troupeau d'Africains qui les portait et tout. Et ces aventures, ça correspondait à cette époque. Et on l'avait appelé même, avant de l'appeler littérature africaine, on l'appelait littérature négrophile, c'est-à-dire la littérature de ceux qui aiment le continent noir. Donc ils étaient contents, et c'est cette littérature qu'on nous enseignait à nous les Africains. Sauf qu'à l'intérieur de cette littérature, les personnages noirs n'avaient pratiquement pas la parole. Ils étaient un décor. C'est-à-dire que ça n'intéressait pas à l'écrivain colon de cette époque-là de donner la parole, puisque lui, ce qui comptait, c'est d'amener l'image en Europe, qu'on voit regarder comment ça se passe. Et au fur et à mesure, les Africains ont commencé à écrire une littérature qu'ils ont appelée négro-africaine à partir du moment où les personnages africains parlaient à l'intérieur du roman. Donc un roman comme celui du Guyanais René Maran, qui est le seul
à ce jour noir à avoir reçu le prix Goncourt. Je me trompe, puisque plus tard il y a un Antillais, Patrick Chamoiseau, mais en tout cas, René Marot, c'est le premier prix Goncourt vraiment d'une personne, comme on disait à l'époque, de couleur. Et en écrivant le roman Batouala, il écrivait la critique de la colonisation, parce que lui-même il a travaillé dans la colonisation, lui-même il a été dans le système colonial, et il a essayé de raconter à l'intérieur les atrocités, le côté, les coopérants, les colons qui arrivaient en Afrique, se saoulaient à l'alcool de maïs, laissaient des petits bébés avec leurs bonnes ou leurs jardinières ou je ne sais pas, leurs femmes de ménage. Donc ça créait déjà un certain remue-ménage à l'intérieur. Et Batouala, ce roman, le titre Batouala, c'est pas Batouala, hein, mais c'est un nom, Batouala, le nom du personnage, Batouala. Ce roman donnait peut-être aussi aux Africains une certaine prise de conscience, parce qu'on savait qu'on pouvait critiquer la colonisation. C'est pour ça que ce roman-là, Batouala en question, est considéré comme le roman qui a signé l'acte de naissance de la littérature africaine, parce qu'il y avait la contestation, parce que les personnages parlaient à l'intérieur, et l'écrivain, il avait écrit un sous-titre de son roman, même si le titre c'était Batouala, sous-titre, il avait écrit « Véritable roman nègre », c'est-à-dire pour le séparer des autres qui estimaient qu'il n'était pas de véritable roman nègre. Donc c'est Batouala, véritable roman nègre. Voilà. Et, salut. Oui, je pense. Hein. Voilà. Après, donc ça c'était en 1921. 1921, oui. Et puis au cours des années 20, à Paris, il y a 3 étudiants d'origine africaine qui se rencontrent, donc Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Damas. Moi, il y a un texte que je lis parfois avec mes étudiants, parce qu'on parle parfois d'Aimé Césaire, où on lit son discours sur la colonisation. Mais lui, avec Senghor, je pense, et peut-être Damas aussi, ils avaient fondé un journal intitulé L'étudiant noir. Oui. Et là-dedans, il y a un texte où Césaire critique l'assimilation des Noirs. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots. Oui, mais parce que, disons que les trois personnages venaient symboliser un peu ce qu'ils appelaient déjà le monde noir. Aimé Césaire vient de la Martinique, donc qui est territoire français, hein, département français, et Senghor, Léopold Sédar Senghor vient du Sénégal, une autre colonie française, puis Léon Gontran Damas vient de la Guyane, donc territoire aussi français. Donc on avait en quelque sorte une belle représentation. L'Africain enraciné qui venait directement du continent noir et qui n'avait pas connu l'esclavage, c'est Senghor. Césaire et Damas, venant des îles et venant de la Guyane, eux, ils avaient connu l'esclavage parce que c'est pas là-bas que poussent les Noirs, hein, ça vient de l'Afrique. Forcément, s'il y a un Noir quelque part, il a une connexion avec l'Afrique. Donc, la question qu'ils posaient dans leur revue, parce qu'ils avaient créé la revue L'Étudiant Noir, pour essayer déjà de conscientiser le monde noir sur les problèmes des Noirs. Donc cette revue, L'Étudiant Noir, à l'intérieur, la question principale, c'était la question de l'assimilation. C'est-à-dire, la France voulait en quelque sorte que ces colonisés ou ces territoires s'insèrent dans la culture et l'imaginaire français. Il fallait qu'ils abandonnent à peu près ce qu'ils étaient pour changer de peau, s'il faut le dire, mais ça se voyait quand même si vous la changez. Donc il y avait une certaine politique d'intégration directement et totalement à l'intérieur de la culture française. Et c'est cette assimilation-là que les Césaire et les Senghor critiquaient parce que ça aliénait l'homme noir. Ça lui enlevait le côté africain pour faire de lui ce que un autre Martiniquais, Frantz Fanon, qui était psychiatre et qui avait écrit Les damnés de la terre, qualifié de peau noire, masque blanc. Donc voilà, on a la peau noire, mais on devait nous mettre le masque blanc.
pourquoi pas rester noir et français? Pourquoi l'assimilation? On peut aussi être africain et français. On ne va pas dire enlever africain pour être que français. Donc la question de l'assimilation, plus tard, qui continue toujours, même jusqu'alors, à avoir des répercussions aux Antilles. Parce que les Antillais ne sont restés jusqu'alors des départements d'outre-mer. Donc ils sont dans une certaine politique qu'on avait faite qui s'appelait la départementalisation. Donc on a créé les Antilles comme étant un prolongement de la France de l'autre côté, mais les cultures qui étaient enseignées là étaient loin des cultures africaines qui étaient les cultures d'origine de ces populations. Et c'est du coup à cette occasion, au cours des années 30, qu'ils ont créé ce terme de négritude. Voilà. Est-ce que vous voulez... Donc ils ont créé, puisqu'ils créent la revue L'étudiant noir, et après ils se séparent un peu, puis on crée d'autres revues. Il y en a une qui s'appelait Légitime Défense, hein, c'est-à-dire que, voilà, et d'autres, Césaire a créé avec sa femme aussi une revue qui s'appelait Tropique, qui est très connue, où il y a eu, je crois, un seul numéro, Tropique. L'avantage, c'est que c'est dans ces revues-là que sont parus les premiers poèmes de Césaire qui vont constituer plus tard le cahier d'un retour au pays natal, qui est le seul grand texte de la négritude qui a survécu au temps et qui n'a pas une valeur que documentaire, mais c'est une création. Parce que quand il a écrit le cahier d'un retour au pays natal, c'est un très beau texte qui retrace un peu... c'est un texte de poésie qui bouscule la forme de la poésie, puisque quand vous ouvrez, c'est comme si c'était un roman, c'est écrit, il n'y a pas les versifications, mais c'est un texte aussi, le cahier d'un retour au pays natal, qui parle de la condition des Martiniquais, des Antillais, qui, au lieu de se révolter, passent le temps à vivre leur misère, à boire, à vivre dans des situations les plus démunies. Donc ce cahier d'un retour au pays natal, l'avantage c'est que quand on l'avait publié, personne ne l'avait lu. C'est-à-dire que Aimé Césaire avait publié un certain nombre et puis il les vendait aux Antilles dans un marché dans la Martinique. Et c'est là qu'un des plus grands écrivains français arrive en vacances avec sa fille. Il voulait chercher, je ne sais pas, un fil pour attacher les cheveux blonds de la fille ou quoi, et il arrive, là où il doit acheter le fil, il y avait un recueil qu'on vendait à côté, le cahier d'un retour au pays natal. Et il ouvre, il commence à lire, et il demande à la commerçante, mais c'est qui l'auteur de ce truc? Oh non, mais c'est un truc, et là arrive un petit homme, c'était Aimé Césaire. Et André Breton était tellement amoureux de ce texte qu'il en a fait la préface, qui est connue de tout le monde, où il avait dit que la parole d'Aimé Césaire est belle comme de l'oxygène. Et il avait dit que c'est le plus grand monument lyrique de la poésie française. C'est la première fois qu'un grand écrivain français, un grand poète français, André Breton, ne dit pas un poète martiniquais, non, c'est le plus grand monument du lyrisme de la poésie française. Donc, ce cahier d'un retour au pays natal, les extraits étaient déjà dans ces revues, etc., qui se trouvaient dans la revue Légitime Défense, puis aussi chez Tropique. Et puis le poème a été publié, ça a connu le succès qui jusqu'alors ne se dément pas, puisque de Senghor, de Damas et de Césaire, eh ben, c'est le texte de Césaire qui est resté le grand texte de la négritude. Oui. Qui a été publié par la suite chez Présence Africaine. Par la suite, Présence Africaine, avant, on avait publié ça chez Bordas, avant, puis les éditions Présence Africaine ont repris l'édition. On a mis une illustration du grand peintre Wilfredo Lam, qui était là, et puis le texte depuis est resté chez Présence Africaine, puisque Césaire voulait aussi garder en quelque sorte sa proximité avec cette maison d'édition africaine. Oui. Vous avez mentionné un autre Martiniquais aussi, France Fanon, oui. Qui lui donc a pris la nationalité algérienne, oui. Avant même que la... Il était même psychiatre là-bas. Oui. Voilà. Il a eu raison, puisqu'il a toute une avenue, une rue France Fanon.
Oui. S'il était resté en France, c'est pas demain qu'il aurait la rue. Hein. Donc là-bas, il a sa rue. Moi, je suis allé la voir en Algérie. Son fils, je crois, travaille même pour le gouvernement. Frantz Fanon en Algérie, c'est l'icône. C'est quelqu'un qui a quitté, qui est venu faire la lutte avec les Algériens pendant leur guerre d'autonomie. Donc c'est non seulement celui qui a donné la conscience aux Africains, aux Noirs, qu'ils n'ont pas à être presque défaitistes par rapport à leur couleur de peau, mais en même temps aussi, il a démontré que certains Noirs vivaient dans cette sorte de névrose où ils n'avaient que cette question-là toute leur vie. C'est là qu'il avait dit que je ne vais pas passer ma vie à faire le bilan des valeurs noires, que la vie est tellement grande, moi je fais autre chose, je fais ce qui me plaît, et je ne peux pas continuer chaque fois à toujours regarder dans le passé pour expliquer mon présent. Et c'est ce passage-là qui m'avait permis d'écrire l'essai « Le sanglot de l'homme noir ». C'est-à-dire que cette propension, comme beaucoup d'Africains, a estimé que c'est perdu d'avance, le blanc a tout fait, il a tout pris, nous on est foutus donc je fais rien, c'est à cause du blanc. Non, il faut continuer à construire dans le présent, et c'était le message que je mettais dans Le sanglot de l'homme noir, avec beaucoup de citations d'ailleurs de Frantz Fanon. Oui. Oui, donc qui a créé des textes poétiques et aussi oui. donc Les Damnés de la Terre, texte politique où il et parle il faut, parce que quand il avait écrit Les Damnés de la Terre, c'était quand même préfacé par Jean-Paul Sartre. Donc il y avait quand même une coïncidence extraordinairement intéressante, puisque en même temps, on a souvent tendance à penser que les mouvements des Noirs n'ont été faits que par des Noirs. C'est la première fois que le blanc devient invisible. En général, c'est le noir qui est invisible, mais quand on voit Jean-Paul Sartre, il a préfacé le livre de Frantz Fanon, Les damnés de la Terre. En même temps, on a Robert Desnos qui a préfacé le recueil de poèmes de Léon Gautran, Damas. Et je crois que Léopold Sédar Senghor aussi a bénéficié d'une préface de Jean-Paul Sartre quand il a écrit son livre qui s'appelle Anthologie de la poésie négro-africaine et de malgache. C'est aussi la préface de Jean-Paul Sartre. Donc, on avait toujours besoin de la caution intellectuelle française parce que c'était les intellectuels du moment. Jean-Paul Sartre, il est là, il a refusé le prix Nobel, Albert Camus est là, c'était le plus jeune prix Nobel de la littérature, et ils étaient tous dans le quartier latin en train de révolutionner le monde. Donc il y a toujours, quelque part, des gens qui venaient de la culture occidentale, qui épaulaient les mouvements qui montaient au fur et à mesure, et ça pourrait se multiplier, puisque même par la suite, on verra dans l'étude de l'histoire de l'Afrique, c'est les Georges Ballandier qui sont venus écrire beaucoup de choses à l'intérieur, les Théodore Monod qui ont écrit aussi un livre comme Terre de Benne pour critiquer les exactions coloniales. Et surtout, par exemple, André Gide, on se demande ce qu'il faisait là. C'est un bourgeois, il est de droite, il est riche, mais non, il fait un voyage au Congo et il critique. Et donc la bourgeoisie française ne comprenait pas. On dit, mais qu'est-ce que tu veux? Ta bourgeoisie là, elle vient de ça, tout. Non, il a quand même critiqué. Donc ça, c'est un courage intéressant. Dans le voyage au Congo, il a critiqué, mais bon, il a critiqué les exactions, mais il n'était pas contre le système colonial. Il voulait améliorer le système colonial. On reste dans la colonisation, mais ne fouettez pas trop. Donc c'était un peu ce qu'il voulait laisser comme... Voilà, soyez des coloniaux, mais avec une humanité. Mais on ne peut pas coloniser être humain. Voilà. Il y a un autre, vous avez mentionné aussi brièvement tout à l'heure, notre grand écrivain ivoirien, oui. Amadou Kourama, pardon, et son premier texte
Les Soleils des indépendances, qui, je pense, a été important aussi pour votre œuvre. Oui, mais ça c'est un des classiques est devenu un des classiques de la littérature africaine, puisque le Soleil des indépendances, c'est un texte dans lequel il y a une opposition entre les nouvelles civilisations que nous ont apportées les Occidentaux et ce qui restait des traditions. À l'intérieur, il y a un personnage qui a perdu son royaume, tout, puisque la colonisation est arrivée, mais dans sa folie, il continue à croire qu'il est toujours le roi de quelque chose. Et à la fin, il a fini par devenir celui qui allait d'enterrement en enterrement pour aller rappeler qu'il est roi. On lui donne quelque chose par rapport à son rang. Mais ce qui était important pour ce livre capital pour la littérature française, c'est la langue qu'introduisait Amadou Kourouma, le mélange de l'univers malinké, la beauté de l'écriture. Et ce livre, il a été à l'époque envoyé dans toute la France. Toute la France, tous les éditeurs ne l'avaient pas publié. Et il est allé au Canada, à Montréal. Ça a été publié par l'université, les presses universités de Montréal, au coin là, ont publié le livre. Vous savez, quand vous êtes publié dans l'université, c'est pas dehors, hein, ça reste dans le circuit, les professeurs étudient et puis vous êtes content, mais ce n'est pas la grande diffusion, c'est-à-dire que le grand public n'est pas au courant. Et finalement, en le mettant au programme, le livre commençait à devenir culte. Les Africains en parlaient. C'était publié en 1969, je crois. Les Africains en parlaient. Et au bout d'un moment, les éditions du Seuil, c'est-à-dire mon propre éditeur actuel, qui avait refusé le manuscrit, voyant qu'on en parlait quand même, ils sont allés dans cette maison d'édition universitaire pour acheter les droits pour le publier en France. Et les universitaires, bon, ils ne veulent pas faire le commerce. On a vendu le manuscrit par un franc symbolique. Donc, juste comme ça, un franc symbolique. Et hop, le Seuil est venu republier le texte qu'on avait refusé, qui est devenu aujourd'hui le texte qui nous a donné à nous l'acte vraiment de naissance dans la littérature africaine. Si on rentre dans la littérature africaine, il y a quelques romans comme ça qu'il faut lire. Il y a donc Le Soleil des indépendances, L'Enfant noir, Le devoir de violence, etc. Voilà. Oui, aussi, le temps passe vite. J'avais pensé aussi poser des questions sur l'aventure ambiguë. Ah oui. Mais on va peut-être passer au temps présent, et puis après on va parler un peu de Revenons, notre littérature à vous revenons. aussi. Il y a un écrivain algérien que j'aime beaucoup, Kamel Daoud, qui, dans une de ses chroniques, il a parlé de son rapport à la langue, c'est-à-dire à la fois à la langue française et à l'arabe algérien qu'on parle autour de lui. Et il dit, c'est donc dans Mes indépendances chroniques 2010-2016 que vous pouvez trouver ce texte, où il dit qu'un peuple qui ne parle pas sa propre langue, quand il s'adresse à lui-même, ne pourra pas saisir les objets, faire plier le réel à son désir, nommer, donner une géographie à son histoire, et vice-versa. Donc, je ne sais pas si... est-ce que ça... Un peuple qui ne parle pas sa langue, bon, ça dépend, parce que il y a une distinction vraiment entre... la langue arabe, c'est déjà une langue littéraire, écrite avec vraiment des romans, de la littérature bien installée. Parce qu'il parle aussi de l'arabe officiel, mais il dit que l'arabe algérien n'est pas une langue littéraire, et du coup il a une sorte de... il est d'accord, mais c'est aux écrivains de rendre littéraire une langue. Parce qu'une langue n'est pas comme ça, boum, je suis littéraire. Si une langue est littéraire, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont écrit des livres, qui ont donné une certaine version de l'imaginaire à l'intérieur d'un texte. C'est pour cela que beaucoup de langues africaines qui sont orales ne sont littéraires que dans le sens où c'est la littérature orale. Mais là, en l'occurrence, même si c'est l'arabe algérien, je vais dire qu'il y a plusieurs français. Le français d'El Kourouma, ce n'est pas celui de Welbeck. Le français, je ne sais pas,
de Sonny Lapoutancy ne va pas être celui de Modiano. Donc, il y a forcément quelque part une variété de langues. Mais je pense, en l'occurrence, que je ne connais pas très bien la situation dans le Maghreb, mais le peu que j'ai pu voir, c'est qu'il y a un problème dans la littérature là-bas entre la littérature écrite en arabe et la littérature écrite en français qui ont du mal à coexister. C'est comme s'ils continuaient la guerre d'Algérie par le biais des romans. Donc il y a une sorte comme si un Algérien qui écrivait en français est traité vraiment d'hypocrite par ceux qui écrivent en arabe. De l'autre côté, celui qui écrit en français, parfois il a du mal d'atteindre le public qui lit plutôt l'arabe, puisqu'on ne veut pas lire des traites qui sont allés baptiser, etc. Il y a toujours cette question idéologique qui se trouve. Le face-à-face entre la France et l'Algérie est toujours là. C'est sous-jacent. C'est-à-dire que c'était vraiment une sorte de, entre guillemets, de colonisation, de domination particulière. Parce que l'Algérie ou quoi, c'était là où la France voulait même se dire, quitte à mourir en gardant l'Algérie, on va le faire. Les gens sont allés en ramassant les brosses à dents au dernier moment. Alors que dans certains pays d'Afrique, au Congo, bon, ils ont eu le temps de faire les cartons, de commander un bateau qui ferait 3 mois. On leur a dit, vous pouvez même rester, ne soyez pas pressés, ils sont toujours là. Mais il y a toujours le fait que il y avait trop de disparités entre l'imaginaire du monde arabe et l'imaginaire occidental. Le monde arabe, pour beaucoup, symbolisait le côté oriental, avec tout ce qu'il y avait, les secrets qu'on essayait de voir. C'était différent lorsqu'ils venaient du côté de l'Afrique, où non seulement ils avaient pu faire précéder les missionnaires qui avaient établi le christianisme, donc qui nous avaient appris à nous autres Africains. On dit, si on vous gifle à droite, il faut donner à gauche. Alors que si vous allez du côté de l'Algérie, on te gifle à droite, tu prends le couteau, tu enfonces. Donc c'est différent. Nous, on nous avait dit, calmez-vous, il n'y a pas la loi du talion ou quoi là. Et de l'autre côté, ça rigolait pas. Les gens étaient dans des vrais combats avec des mercenaires qui arrivaient. Bob Denard est allé de l'autre côté. Hein. C'est le même Bob Denard que la France avait ramené durant la guerre de Biafra pour diviser le Nigeria, ce qui était une guerre pratiquement coloniale inutile, puisque vous êtes la France, vous n'avez jamais colonisé le Nigeria, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous n'allez pas gagner, c'est le plus grand pays en population en Afrique avec le Niger. Donc vous pouvez aller là-bas, c'est un bourbier. C'est comme si vous allez faire la guerre au Congo-Kinshasa, qui est l'un des grands pays aussi, ce n'est pas facile. Parce que quand les autochtones se cachent dans la brousse, vous croyez que c'est des arbres et que vous passez, on vous décapite les uns après les autres. Donc il y a un peu une aberration historique qui s'est passée. Et moi je pense même que la littérature algérienne n'a pas encore réglé cette question de la superposition des langues, de la coexistence de la langue française avec la langue, la langue arabe. Alors qu'en Afrique francophone, eh bien, la langue française est dans la rue comme les autres langues. Moi, quand j'arrive en Algérie ou quoi, les gens ils parlent arabe partout. Hein. Il n'y aura pas un moment... Bon, il peut arriver 2 petits intellectuels qui habitent à Paris, qui boivent le café quelque part là, qui ouvrent les journaux et qui discutent. Mais en général, partout c'est la même chose. Mais alors que si vous allez dans un bar africain, vous allez voir quelqu'un qui est en train d'utiliser des expressions précieuses tirées de son ivresse du vin rouge, et il est content. Hein, donc voilà. Oui. Une dernière question un peu générale avant de passer donc à Petit Piment. Oui. Dans votre leçon inaugurale au Collège de France, vous avez parlé donc d'abord de la négritude, et puis après vous avez parlé de la migritude. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu ce que c'est le sens de ça, c'est l'évolution un peu de la pensée ou de l'écriture dans le continent africain. Au départ, les Africains écrivaient pour exalter leur fierté d'être noirs, pour exalter leur civilisation.
C'est ça la négritude, c'est ce courant littéraire, artistique, philosophique qui exalte la fierté d'être noir, les civilisations, etc., etc., qui veulent montrer au monde que la civilisation noire existe, la civilisation, on appelait même l'art nègre, donc ça a attiré la négritude. Ceux qui l'ont inventé, eh ben, c'est les trois dont on a cité les noms tout à l'heure, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas et Léopold Sédar Senghor. Et après, dans les années 80, la littérature n'était pas forcément toujours d'aller crier « je suis noir, je suis beau, je suis fort, je gagne toutes les courses ». Non, c'était fini. C'était les années 80, les années où la mondialisation se sentait. Il y avait les déplacements des Africains qui allaient d'un pays à un autre, qui vivaient ici et là. C'était le moment des migrations. Donc c'est ce qu'on appelait la migritude, c'est cette littérature qui explique un peu la traversée des Africains qui quittent l'Afrique pour aller chercher ailleurs peut-être un moyen d'avoir du bonheur. Mais la formule n'est pas de moi, c'est d'un Français qui est un prof de littérature de la Sorbonne qui s'appelle Jacques Chevrier, qui aujourd'hui est à la retraite, il doit avoir plus de 90 ans maintenant, mais il était celui qui avait fait vulgariser les littératures africaines en France, puisqu'il tenait une chronique dans Le Monde depuis l'époque où on avait publié les romans comme L'Aventure ambiguë, c'est-à-dire dans les années 50. Ouais. Très bien. Du coup, on va dire quelques mots sur Petit Piment aussi. C'est donc un livre sur au début, c'est un jeune garçon, on va le suivre jusqu'à l'âge adulte, un peu plus. L'action se déroule donc dans la République du Congo, près de Pointe-Noire. Il y a beaucoup question de l'histoire de la République du Congo dans ce roman. Et comment est-ce que vous utilisez l'histoire dans ce roman? C'est intéressant, je trouve. En fait, l'histoire vraiment sociale. Là où j'ai beaucoup utilisé l'histoire, c'est celui que j'ai sorti il y a 1 mois et qui s'appelle « Les cigognes sont immortelles ». Mais ici, je voulais vraiment mettre en évidence comment un orphelin, parce que c'est un enfant qu'on a abandonné devant un orphelinat, et puis bon, le directeur de l'orphelinat, on l'a pris, on l'a mis à l'intérieur, et c'est par rapport à lui qu'on va connaître un peu comment fonctionnaient ces orphelinats, comment on les catéchisait, le prêtre qui arrivait là-bas pour leur chanter, c'était un prêtre qui faisait des danses pygmées, donc c'était une religion chrétienne mélangée avec quelques tropicalités africaines. Donc voilà, au lieu de faire la messe en chantant en latin, lui il chantait avec des choses pygmées, donc comme ça, il attirait plus les gens. Je suis sûr que Dieu était d'accord, puisque plus on amène les gens, mieux c'est dans une église. Parce que les églises, nous, quand on est arrivé en Europe, on rentrait dans l'église, tout le monde était sérieux. C'est-à-dire, on dirait, voilà, chacun a ses problèmes. Est-ce que je vais recevoir le crédit? Est-ce que le banquier ne va pas le refuser? On va prier. Les gens, ils vont prier quand ils ont le problème. Nous, on allait prier pour se divertir aussi. On dit, ah, il y aura de la danse. Ah oui, oui, il y aura même des premières communions, les biscuits qu'on donnait là, l'hostie. Hein, voilà. Nous, parce qu'on avait, ça se voit dans le livre, il y avait le prêtre, c'était un blanc, je crois qu'il était même, il devait être même du côté de la Scandinavie ou quelque chose comme ça. C'était un prêtre qui était là. Comme il ne savait pas distinguer entre les petits noirs, il croyait que c'est les mêmes. Donc nous, on venait, on mangeait l'hostie là, et puis on tournait derrière, on passait par là, il donnait un deuxième, on passait par là, il donnait un troisième. Donc parfois, moi, on arrivait à la maison, on avait beaucoup mangé de ces hosties, qui normalement c'était pour une personne, et donc c'était cette animation-là qui était là, et donc l'enfant là va être élevé dans cet orphelinat, il a pour voisin 2 jumeaux aussi, des jumeaux qui ont été abandonnés, mais ces jumeaux-là commençaient déjà à être des brigands, et jusqu'au jour où les jumeaux vont décider de s'échapper de l'orphelinat pour aller justement dans la ville, puisque leur orphelinat était éloigné de Pointe-Noire, c'était dans Luango, là où il y avait le royaume, et l'enfant s'est échappé, et pour s'échapper, les jumeaux, ils ont ramené avec eux Petit Piment dans la ville,
Et ils vivaient tous dans la côte sauvage, dans les marchés de Pointe-Noire, des petits larcins, du voyou, du banditisme, etc. Donc je racontais un peu cela, jusqu'à ce que Petit Piment lui-même aussi, il fuit ce petit groupe pour aller vivre chez une prostituée qui s'appelle Maman Fiat 500. Parce qu'elle avait une voiture Fiat 500. Et donc l'enfant est là, vivre là-bas pour faire les courses de cette prostituée. Donc toute la trame va être aussi cet amour que l'enfant porte pour cette maman prostituée qui avait d'autres filles là, donc qui considéraient Petit Piment comme leur enfant. Et le grand problème va commencer le jour où le maire de la ville décide d'assainir la ville, de balayer la ville des prostituées parce que ça fait honte tout. Et là, Petit Piment va s'énerver pour organiser tout ce qui va s'en suivre, une résistance. Il ne veut pas qu'on enlève les prostituées dans la ville. Oui, c'est vraiment c'est un livre merveilleux. Donc il y a déjà donc l'histoire de ce petit garçon, mais en même temps il y a donc en billet l'histoire sociale, l'histoire, voilà, mais on voit communisme, voilà que j'ai plus déployé dans les sont immortels. Et aussi il y a surtout une critique de l'abus de pouvoir de plusieurs formes. L'abus, un peu de la dictature du directeur. Les directeurs de l'orphelinat, c'est quelqu'un qui faisait un peu de la dictature, mais sous une petite échelle. Il y avait un journal de l'orphelinat dans lequel le directeur faisait les éditoriaux, mais à la gloire du président de la République, parce qu'il croyait que le président avait le temps d'aller lire un petit journal qui s'est fait dans un orphelinat. Donc il faisait ça. Et après, à la fin, on a compris qu'il y avait aussi la corruption à l'intérieur, les abus à l'intérieur. Voilà. Donc c'était à l'échelle vraiment d'une petite institution. Et aussi donc ce maire donc, de Pointe-Noire, François Makélé, justement, qui lui aussi est un homme de pouvoir, qui chaque fois qu'il y a une élection, il en profite pour faire un coup de nettoyage, on va dire. Je me demandais si, on a encore quelques minutes, est-ce que vous voulez lire le passage où, alors c'est ici, le contexte, c'est donc quand Petit Piment il a fui donc l'orphelinat. Voilà. Il est avec les deux jumeaux en centre-ville. Et puis le maire donc, décide qu'il faut nettoyer le centre-ville. Nous nous étions retirés vers la côte sauvage après une opération très médiatique menée par la mairie contre les moustiques du grand marché. En clair, nous étions des insectes nuisibles qui incommandaient François Makélé, le premier citoyen de la ville. Il s'est présenté pour son 4e mandat et ses portraits étaient affichés à toutes les intersections de l'agglomération. Lorsque je m'arrêtais devant l'un d'eux, j'ai constaté son sourire fourbe qui me rappelait 2 années et demie plus tôt celui des dieux de Ngulumumako lorsqu'il apparut sur l'estrade du bâtiment principal de l'orphelinat de Luango pour nous annoncer la révolution. Ce qui comptait pour François Makélé, c'était d'être réélu, et pour cela, il utilisait les moyens les plus spectaculaires. En nous qualifiant de moustiques du grand marché, il avait trouvé l'argument qui suscitait l'antipathie de la population à notre encontre. Sur une des affiches de sa campagne électorale, il était en train d'asperger du fly-tox sous les tables du grand marché. François Makélé nous diligentait chaque fois des miliciens armés de pompes à eau, de gourdins et de bombes lacrymogènes. C'était une bataille au-dessus de nos forces. Nous étions contraints de battre en retraite et donc d'aider François Makélé à garder son fauteuil puisqu'il bombait les poctolos, laissant entendre qu'il avait réussi à débarrasser le grand marché de Pointe-Noire de sa racaille. Voilà. Et ça rappelle un certain ministre de l'Intérieur. Voilà, c'était le petit cadeau que j'avais fait à Nicolas Sarkozy. Voilà. Et puis, il y a, je ne sais pas est-ce qu'il y a des passages que vous souhaitez lire? C'est vous, le prof, qui connaissez mieux le livre que moi. Hein. Moi, je l'ai écrit, vous l'avez analysé, donc vous êtes plus fort. Ça, je ne sais pas. Il y a aussi, justement, on retrouve le même maire, justement, au moment où Petit Piment donc, vit dans cette maison close, où là, à nouveau, donc, il y a à nouveau des élections, et du coup, François Makélé va à nouveau faire une grande opération. Donc, les voies du Seigneur sont impénétrables, aurait dit le prêtre Papa Mopelo.
Alors que je semblais mener une vie normale entre mon petit travail au port de Pointe-Noire et mes visites régulières chez Maman Fiat 500, une opération dite Pointe-Noire sans pute zaïroise fut lancée à grands coups d'éclat par le même maire François Makélé qui, quelques années plus tôt, nous avait déjà contraints de nous retirer à la côte sauvage avec sa fameuse opération moustique du Grand Marché. C'était à croire qu'il était sans cesse en pleine élection. Certes, ce n'était pas pour la mairie qu'il se portait candidat cette fois, mais pour la présidence du conseil régional du Kwilu. Les astuces demeuraient les mêmes. Choisir un groupe contre lequel se liguer et mener une campagne avec grand bruit et de préférence avec une intervention très musclée de l'ordre public et la présence des caméras. Les moustiques n'existaient plus dans le grand marché qui lui-même s'était tellement étendu qu'il arrivait jusqu'au quartier Rex. Dans ces conditions, lancer une opération contre les nouveaux moustiques reviendrait à chasser tous les gamins de Pointe-Noire de la ville qui était la leur. Du coup, l'opération Pointe-Noire sans pute zaïroise était la plus appropriée parce qu'elle ne touchait pas que les putes congolaises et qu'en plus, le maire pouvait se targuer de faire d'une pierre deux coups, éradiquer la prostitution zaïroise dans la ville et lutter parallèlement contre l'immigration clandestine car beaucoup de ces femmes étaient arrivées à Pointe-Noire en transitant par l'Angola ou le Cabinda grâce aux passeurs qui leur avaient vendu des pièces d'identité congolaises. Et donc François Makélé, il va finir par payer pour ce qu'il a fait, comme vous le verrez en lisant le roman. Pour terminer, je me disais qu'on allait terminer sur un ton un peu plus joyeux, et justement là avec la danse du papa... La danse pygmée. Oui, alors... vous voyez que vous l'avez analysé mieux que moi, vous savez à quel côté c'est. Voilà. C'est vraiment un très bon livre, hein, c'est un grand plaisir à lire. Alors où est-ce qu'on peut commencer Oui, on peut peut-être commencer là, au milieu de la page. Voilà. En fait, on aurait pu lire tout le livre, mais on n'a pas le temps. Un tout petit peu en haut et d'abord. Chaque week-end, nous attendions l'arrivée de Papa Moupello, le prêtre, avec une impatience. Et nous l'applaudissions dès que nous apercevions sa vieille 4L dont le moteur, disions-nous, souffrait de tuberculose chronique. Le prêtre se débattait pour se garer dans la cour, reprenait 5 ou 6 fois sa manœuvre, alors que n'importe quel chauffard se serait parqué au même endroit, les yeux fermés. Ce n'était pas par plaisir qu'il livrait cette bataille grotesque. C'était parce qu'il souhaitait, se justifiait-il, que la tête de la voiture regarde déjà vers la sortie et qu'il n'ait pas à se compliquer l'existence 2 heures plus tard lorsqu'il regagnerait Diosso, la localité où il résidait à une dizaine de kilomètres de Luango. Une fois que nous étions à l'intérieur du local mis à sa disposition par l'institution, juste en face des bâtiments qui nous servaient de salle de classe, nous formions un cercle autour de lui, tandis qu'il nous distribuait des feuilles sur lesquelles nous découvrions les paroles de la chanson à apprendre. Un vacarme traversait aussitôt la pièce, car nous avions pour la plupart du mal à nous habituer au vocabulaire précieux de ce lingala tiré des livres écrits par les missionnaires européens et dans lesquels ces derniers avaient recueilli nos croyances, nos légendes, nos contes et nos chants des temps immémoriaux. Nous nous appliquions et en moins d'1 quart d'heure, nous nous sentions à l'aise, modulant nos voix comme le voulait Papa Moupello, qui suggérait aux filles de pousser des youyous, aux garçons de leur répondre par leur tonalité la plus basse, pendant que lui-même, les yeux fermés, le sourire aux lèvres, se trémoussait, écartait ses jambes pour les recroiser et les écarter à nouveau. Ces gestes étaient si vite exécutés que nous étions certains qu'il était l'homme le plus rapide de la terre. Le voilà qui transpirait au bout de quelques minutes, essuyait son visage d'un revers de main et le souffle coupé, la bouche ouverte, nous faisait signe « C'est à vous maintenant !» Devant notre hésitation, le prêtre volait à notre secours, liant les gestes à la parole. « Allons, allons, ne soyez pas timides les enfants, je veux que tout le monde s'y mette. Remuez vos épaules de haut en bas. Oui, c'est comme ça, très bien. Imaginez maintenant que ces mêmes épaules sont des ailes et que vous vous apprêtez à vous envoler. Voilà,
hocher simultanément la tête, tels des margouillas surexcités. Formidable les enfants. C'est ça la vraie danse des nordistes de ce pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment beaucoup. Merci. C'est un grand plaisir. Merci de m'avoir reçu.